L'Intelligent d'Abidjan. Il est aujourd'hui le directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Il est aussi le directeur général de Totem Communication. Il est le commissaire général de cet événement. Je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, mon époux, monsieur Alafé Ouakili. Alafé Ouakili. Ouakili. Le prince de la rumba congolaise, je tenais à le faire venir ici pour vous présenter à la nation ivoirienne, parce que nous les Ivoiriens, on adore la musique intelligente et on adore découvrir de nouveaux artistes. Déjà, bonsoir à tous. Au nom de l'Intelligent d'Abidjan, de mon ami et frère Alafé Ouakili, le Georges V est fier de recevoir un artiste, une voix, un véritable chanteur. C'est la raison pour laquelle nous te disons Akwaba, parce qu'Abidjan, quand une personne arrive de l'étranger, on dit Akwaba. Et puis, beaucoup de fois, la question m'a été posée. Je vais répondre ceci. Pourquoi avez-vous choisi cet artiste congolais pour un coup de concert aussi bien au Gala qu'au Palais de la Culture de 13 juillet? Et voici ce que j'ai répondu. La culture est transgéographique. La musique unit tous les peuples. Il existe une identité culturelle africaine. C'est aussi le défi de l'ouverture. Nous avons choisi un artiste qui n'était pas encore venu en Côte d'Ivoire. C'était là aussi un grand défi. Nous pensons que nous sommes en train de relever le défi de l'ouverture au monde. Héritier Watanabe est le prince de la rumba congolaise. La rumba est une musique qui vient de Cuba et d'Amérique latine. Elle se danse partout dans le monde. Métaphoriquement, cette pas de danse incarne un jeu de séduction entre l'homme et la femme. Question, qui gagne à la fin? Cette danse s'inscrit bien dans l'imaginaire africain. Voilà pourquoi nous avons choisi Héritier. Il sera soutenu par de nombreux artistes ivoiriens au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire ainsi qu'au Palais de la Culture. L'histoire retiendra que c'est un quotidien ivoirien qui a permis l'entrée en scène d'un artiste prometteur en Côte d'Ivoire. Merci. Je suis Joël Dallier, journaliste à Info Direct et Média en ligne. Je pense que ça a été fait à l'équipe pour le retard. Vous remercier, chers confrères, chers journalistes, d'être venus et dire que nous démarrons demain toute la journée sans arrêt par un forum le matin et puis le dîner gala le soir. Dans la journée, nous allons réfléchir, nous allons parler de la liberté de la presse, nous allons nous interroger sur ce que ça signifie la liberté de la presse et nous demander s'il y a une vie après le journalisme. L'après-midi, les travaux prendront fin. Le soir, il y a le dîner, gala de prestige. Il y a 540 places, c'est bouclé. Et ben, merci pour l'accueil. Vraiment, ça m'est pas droit au cœur. Je pense que je m'en souviendrai toujours. Merci à M. Alafé Ouakili d'avoir cru en moi. Parce que ce qui est difficile, ce qui est plus dur, c'est le commencement. Et mon commencement, c'est avec lui, c'est avec l'Intelligent d'Abidjan. Je vous serai reconnaissant en vie. Merci. Merci, merci et bonne soirée.
Sa Majesté le roi de Kobe. En commençant par vous adresser modernisation de l'administration et de l'innovation. Mesdames et messieurs, chers parents, de ce brillant papier né le 3 mai et l'essor de la presse. À cet effet, l'Abidjan Media Forum qui nous ouvre ses portes, mesdames et messieurs, d'Abidjan. Ainsi sont inscrits au programme de cette première édition de l'AMF à Abidjan une ligne d'allocution orale, l'intervention du Premier ministre ivoirien qui était prévue au départ et qui sera. Dès notre retour en salle sera suivi par des enrichissants panels. Le premier sur la liberté de la presse face aux enjeux de la rentabilité après le journalisme. Alors à la suite, interviendra une remise de diplôme, un savoureux déjeuner, puis la reprise en après-midi de résolution d'Abidjan. Toutes ces précisions faites, mesdames et messieurs, qu'il nous soit permis, au nom de notre attachement à la foi, par un instant de libation, prière et bénédiction, pour lequel nous sollicitons tout d'abord sous vos chers applaudissements, s'il vous plaît. Obayableme ndelokuru wakwaleo idi aibe hono umalume honina umba tonyamoti oke ukwali ke mbisini po yabeloko dino amen عبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهدنا فيمن هديت. Dis merci à monsieur le directeur de cabinet du ministre de la coopération du Burkina Faso qui représente l'importante délégation burkinabé qui est là, qui a 4 stands à notre forum, qui est le pays invité. Merci monsieur le ministre, traduisez nos remerciements à l'ensemble des autorités du Burkina Faso. Dis merci à Sa Majesté qui est là. Merci. Dis merci à John Dossavi. Dis merci à tous nos panélistes qui sont venus de l'extérieur. Tous nos amis, merci. Et puis bon forum, bon débat et à plus tard. Merci. Cette prise de parole à l'instant, en toute simplicité et générosité également à l'endroit de vos convives. Mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'expression journalistique en Côte d'Ivoire, nous accueillons l'un de ses illustres représentants, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il nous rejoint à l'instant, c'est bien sûr M. Moussa Traoré. Madame la ministre Angoloto, Madame la ministre Raymond Goudou, Monsieur le ministre Mamadou, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, honorables invités, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations professionnelles des médias, chers consoeurs, chers confrères, il m'a été demandé de faire une communication sur la liberté de la presse. Je pense que je vais m'en tenir à cela, puisque des voix plus autorisées que la mienne vont se charger des civilités. Dès les premiers bâtissements de la démocratie en Côte d'Ivoire, nos aînés qui ont animé le printemps de la presse ont posé les jalons de la quête de l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, la grande fêtière des organisations de presse que j'ai l'honneur de diriger, s'est battue pour obtenir en 2004 une nouvelle loi sur la presse qui consacrait la dépénalisation des délits de presse. Mais nous avions un problème parce que nous enregistrons de temps à autre des gardes à vue de journalistes, et ce, en déphasage total avec l'esprit et la lettre de la loi. Nous pensons, toute honnêteté, qu'avec la nouvelle loi sur la presse qui a été adoptée et promulguée l'année dernière, nous avons franchi un grand pas. Plus jamais de garde à vue de journalistes en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'exercice du métier. C'est pour nous le lieu de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, ont eu à jouer une partition pour ce résultat. Je remercie également le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, représenté ici par 3 ministres,
qui nous ont permis d'avoir cette nouvelle loi sur la presse. Mais on ne le dira jamais assez, il y a toujours une liberté à conquérir. C'est pour cela que nous restons mobilisés et vigilants, parce que la tentation est toujours grande de vouloir museler la presse et de la mettre au bas. C'est à nous de résister, parce que la liberté ne signifie pas absence de prison. Avec les difficultés liées aux mauvaises performances des entreprises de presse, les employeurs et les journalistes éprouvent aujourd'hui d'énormes difficultés pour faire face à leurs charges, dont la plus importante pour nous reste le salaire. Un journaliste qui a faim est-il libre? Nous répondons par la négative. Étant entendu avec Karl Marx que ce sont les conditions d'existence matérielle qui déterminent la conscience des gens. Nos priorités aujourd'hui, c'est de repenser le modèle économique des entreprises de presse pour le rendre viable et fiable. C'est réussir notre mutation vers le numérique et gagner le pari de la crédibilité. Et de redevenir ce que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. C'est pour cela que je tiens particulièrement à féliciter mon ami et frère Alafé Ouattara, mon alter ego, qui, bon, mal an, contre vents et marées, a réussi à faire de l'intelligent le quotidien dont nous avons longtemps rêvé depuis 15 ans. En tout cas, je souhaite bon vent à l'intelligent et à ses initiateurs. Je vous remercie. Un grand merci à vous, Monsieur Moussa Traoré, président de l'UNJCI. Votre prise de parole n'a pas manqué de souligner les importants efforts du gouvernement ivoirien en faveur de la liberté de la presse dans notre pays. Et à noter aussi que l'intelligent d'Abidjan, ce sera bientôt une nouvelle charte graphique, une nouvelle application et une révolution en termes de contenu. Merci d'avoir accepté de nous convier, de convier le réseau africain des promoteurs entrepreneurs culturels, de convier le Comité international pour la mobilisation de la Journée mondiale de la culture africaine, dont ici je voudrais dire un grand merci à M. Wakili Alafé, qui a accepté début de cette année d'être le point focal de cette grande mobilisation sur le continent africain, ici à Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays qui donne du respect pour ses valeurs intrinsèques. Monsieur le Président du Chambre de commerce, je voudrais aussi saluer mes consoeurs, mes confrères qui sont venus d'ici et d'ailleurs. L'histoire de la Journée mondiale de la culture africaine est une démarche que nous caressons depuis des années, car l'Afrique étant berceau de l'humanité, a besoin d'être célébrée par l'humanité. Puissions dire que le 24 janvier, c'est la date où il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus de chrétiens, mais il y a juste les filles et fils de ce continent. C'est très important. Beaucoup de personnes d'entre vous, forcément, beaucoup de confrères, consoeurs, ne sont pas informés. Le 24 janvier 2006, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté une charte qui s'intitule la charte de la renaissance culturelle africaine. À ce juste titre, nous empruntons la date du 24 janvier pour en faire dorénavant la célébration de nos valeurs et traditions, de nos us et coutumes, et tout simplement célébrer le berceau de l'humanité. Je vous remercie. Je voudrais, avant tout propos, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être ici en ce moment. N'eût été sa volonté, je crois que cette auguste salle ne serait pas aussi remplie. Puisque nous sommes là pour un événement, je voudrais avant tout m'adresser au premier dirigeant de ce pays, à son Excellence le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, à travers les ministres ici présents, vous dire merci. Merci de soutenir cette action, cette démarche de l'intelligence. Je me plais, je me regarde plus ivoirien que vous.
En ce sens où, quand je sors du costume et je me mets à la tenue que vous voyez, je me reclame ivoirien. Parce qu'ici, c'est vrai, il y a des chefs. Mais je crois savoir dans mes études qu'il y a des histoires de royauté dans mon cher beau pays, la Côte d'Ivoire. Et qu'il y a des rois en dehors des chefs. Puisque c'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qu'ils deviennent après leur vie? Je vais vous exhorter à toujours continuer à chercher l'authenticité des événements, des causes, avant de les branler, avant de les promouvoir, avant de les publier. Et vous exhortez en plus à continuer dans la vérité, car la Bible dit, et le Coran dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Soyez véridiques dans vos propos, dans vos écrits, dans vos présentations. C'est ce qui fait la déontologie du métier que vous avez choisi. À tous ceux qui sont ici, merci d'être venus. Merci pour tous ceux qui se battent pour la liberté de l'expression. Mais certains prédécesseurs l'ont dit. La prison n'est pas faite pour des animaux. C'est un passage des êtres humains. Et cela est fait aussi pour équilibrer le monde. Qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, ce n'est pas tous ceux qui sont en prison qui sont des malfrats. Et puisque nous sommes les héritiers de tous ceux qui sont morts, et les associés de tous ceux qui vivent, et la providence de tous ceux qui naîtront, nous voudrions ici vous témoigner notre reconnaissance, surtout à notre frère, à la fée, qui a osé. Et j'implore sur lui et sur toute son équipe et tous ceux qui sont dans cette salle, et même ceux qui ont le désir de venir, qui n'ont pas pu être là, j'implore la bénédiction du Tout-Puissant sur tout le monde. Madame la ministre de la Solidarité, de l'Assainissement, Madame Anne Oloto, représentante de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, patron de cette cérémonie, Madame la ministre de la modernisation de l'administration, Monsieur le représentant du ministre de la coopération du Burkina, Sa Majesté le roi Oumé Akati, qui est juste de partir, Monsieur le Président de la Chambre des commerces et d'industrie de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'UNJCI, Mesdames et Messieurs honorables invités, je voudrais tout d'abord féliciter notre frère Alafé Ouattara pour cette initiative et je me réjouis de participer à cette importante cérémonie qui célèbre les 15 ans de l'intelligence d'Abidjan et qui célèbre partant la liberté de la presse en terre ivoirienne. Tout à l'heure, Touré Moussa a rappelé un peu les actions du gouvernement en faveur de la liberté de la presse, notamment la dernière loi sur la presse. Je ne reviendrai pas sur les grandes avancées que nous avons pu obtenir. Je voudrais tout simplement donner quelques idées sur les thèmes que vous avez voulu nous soumettre aujourd'hui. La liberté de la presse face aux enjeux de la rentabilité économique. Nous savons que le monde en pleine transition et que la presse aussi en pleine transition avec la dématérialisation, le digital. Et la question récurrente se pose aujourd'hui de savoir est-ce que les entreprises de presse sont viables aujourd'hui à travers donc le journal papier. Est-ce que nos journalistes ici en Côte d'Ivoire, est-ce que nos journaux sont suffisamment outillés pour faire face aux nouveaux défis qui s'offrent à eux? Est-ce que le modèle économique autour des éditions des entreprises de presse est adapté aux enjeux actuels? Je pense que ce sont des questions qui trouveront forcément réponse dans les différentes conférences qui sont faites par les professionnels qui sont là. À mon sens, si la presse ivoirienne veut épouser l'heure de son temps et si la presse ivoirienne veut continuer à exister dans un monde de plus en plus concurrentiel, la presse ivoirienne est obligée de s'adapter.
Je sais qu'à la FE est très à tête de la presse papier, mais aujourd'hui la presse numérique prend de l'ampleur et c'est une réalité qu'il faut intégrer dans tout ce que vous faites. Ma deuxième réflexion, c'est est-ce que parce qu'on est journaliste, on est gestionnaire? Est-ce qu'un bon journaliste est un bon gestionnaire? Même s'il n'y a pas d'incompatibilité, je pense qu'il faut séparer le travail de journaliste et le travail de gestionnaire. Il faut que les entreprises de presse soient gérées par des gestionnaires. On peut être journaliste, renforcer ses capacités en gestion et être patron de presse. Si nous ne faisons pas cette distinction et que parce qu'on est journaliste, on veut forcément être gestionnaire et qu'on ne sait pas gérer, forcément ces entreprises connaîtront des difficultés. Y a-t-il une vie après le journalisme? Oui, nous avons l'exemple de beaucoup de journalistes qui sont reconvertis. Mais il faut préparer sa reconversion. Et je voudrais ici m'adresser aux jeunes journalistes qui commencent leur carrière. La vie est faite d'évolution. Il revient à chacun de se donner les moyens, de renforcer ses capacités. Et pour ceux qui auront décidé de faire autre chose que le journalisme, il leur reviendra au cours donc, de leur vie de journaliste d'avoir d'autres aptitudes à développer pour faire autre chose que le journalisme. Pour notre part, nous gérons un ministère qui est le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. C'est un ministère qui aide à l'amélioration de l'employabilité des jeunes en général, et aide à l'insertion des jeunes. Et si, par hasard, il y a des jeunes journalistes qui estiment qu'ils pourraient faire autre chose que le journalisme, le ministère est ouvert pour les aider à aller vers d'autres métiers. Mais je considère que le métier de journalisme est un métier qui est noble. Le métier de journalisme est un métier qui est noble. Nous avons l'exemple ici de grands journalistes qui vivent de leur métier, qui ont su s'adapter, qui ont su épouser de leur temps, et certains qui ont pu se reconvertir, qui ont pu devenir de grands patrons de presse, certains qui ont pu se reconvertir, qui ont pu devenir de grands communicants, et il vous reviendra de savoir exactement ce que vous voulez faire et de vous donner les moyens de votre reconversion après donc, votre carrière de journaliste. Je voudrais encore féliciter à la FE pour la qualité du travail de l'intelligent d'Abidjan et lui dire que nous serons à vos côtés, mais aussi aux côtés de l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire pour une presse beaucoup plus libre, mais aussi pour le renforcement de la démocratie dans notre pays. Je vous remercie. À l'instant, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Touré Mamadou, qui a lancé un appel à tous ces... Bonjour, et je voudrais vous dire que c'est avec un vif intérêt que je prends part à la célébration des Noces de Cristal du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. 15 ans d'âge, c'est en fait l'adolescence, hein, pour les humains, pour les hommes et les femmes, au cours duquel on se prépare à aborder la vie d'adulte. Par contre, 15 ans, dans le cadre des mariages, d'une union, c'est plus que la maturité. 15 ans pour un organe de presse représente pour moi des années de positionnement dans un environnement où chaque jour se créent de nouveaux journaux avec des lignes éditoriales de plus en plus ouvertes à la compétition et à l'innovation. Je voulais donc rebondir sur le thème d'innovation qui relève donc du département ministériel que je conduis, c'est-à-dire le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Monsieur le ministre tout à l'heure a parlé de l'importance de la numérisation au niveau justement des journaux, et je voudrais bien sûr lui dire que je suis tout à fait d'accord avec lui. Le monde moderne s'impose à nous, la version papier devient de plus en plus rare et l'accès donc à la numérisation est de plus en plus importante. Et effectivement, je pense que Monsieur le Directeur Général devrait justement pouvoir adopter ces nouveaux modes d'information et de communication, et je suis prête bien sûr à partager cela avec lui. Monsieur le Directeur Général Wakili l'a fait, des turbulences vous en avez connues, des périodes de découragement vous en avez eu,
Mais le bateau intelligent d'Abidjan n'a pas chaviré, puisque nous fêtons aujourd'hui les 15 années. Je voudrais donc alors encore une fois vous féliciter, vous et toute votre équipe, pour l'endurance et l'engagement à réussir dans cette filière. Je vois que vous me suivez. Je reprends donc, je voudrais donc vous féliciter, vous, monsieur le directeur général, et toute votre équipe, pour l'endurance et l'engagement à réussir dans ce paysage médiatique pluriel et concurrentiel. Bonne fête à l'intelligent d'Abidjan, je vous remercie. Son Excellence est l'un des grands abonnés de l'intelligent d'Abidjan. Et nous avons ici le bonheur d'accueillir une forte délégation venant de son pays, avec des noms qu'il me revient de saluer respectueusement. Monsieur Pascal Chiombiano, pour qui je demande des applaudissements. Monsieur Pascal Chiombiano, qui est directeur général de la radiodiffusion du Burkina Faso. Nous invitons à présent Monsieur le directeur de cabinet représentant le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. C'est un grand monsieur, Monsieur Koulibaly Adama, que nous accueillons à présent pour une adresse particulière à ce grand rendez-vous. Monsieur le ministre, bonjour Madame la ministre, merci, bonjour aussi aux grands journalistes. Je voudrais, au nom de la délégation qui m'accompagne, remercier le journal Intelligent pour ces 15 ans que nous fêtons ensemble. On a voulu vraiment soutenir l'intelligent en venant ici à Abidjan avec 4 stands pour le ministère de la Communication, 2 stands pour le ministère de l'Agriculture. Tout ça, c'est pour l'intégration de l'Afrique. Je vous remercie. Ministre du Budget et du portefeuille de l'État, et que vous serez en charge également de procéder à l'ouverture officielle de ce forum. Vous êtes la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Madame Anne Ouloto, pour qui je demande une explosion d'applaudissements de cette salle. Alors j'ai l'honneur et le plaisir, et je devrais dire la lourde responsabilité, de représenter à cet important rendez-vous Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, au patron de ces 15 ans de l'intelligence d'Abidjan et d'Abidjan Media Forum. Je voudrais me tourner vers le commissaire général et toute son équipe pour vous traduire le message de fraternité de Monsieur le Premier ministre, qui m'a prié de bien vouloir vous adresser ses vives félicitations et son soutien pour l'initiative que vous avez prise, mais surtout pour votre parcours, le parcours de l'intelligent d'Abidjan. Monsieur le Premier ministre me charge d'apporter tous ses encouragements à son jeune frère, Alafé Ouattili, pour son engagement pour une presse libre et responsable. Et il m'a également demandé de vous réitérer à vous-même, ainsi qu'à tout ce monde de la presse, sa détermination à accompagner le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, dans son ambition et sa quête permanente de faire de notre pays, la Côte d'Ivoire, un grand pays respecté, démocratique et émergent. Et ce, tout naturellement, grâce à une approche stratégique, un pacte de responsabilité avec le monde de la presse. Monsieur le Premier ministre me charge de vous dire qu'il suivra avec une attention toute particulière les échanges et les débats qui auront lieu au cours de ce forum. Et il vous exhorte à persévérer dans votre marche pour une Côte d'Ivoire démocratique et une presse libre.
Cela me donne également d'insister sur quelques éléments. En rappelant d'abord que gouverner, c'est agir. Ensuite, que agir, c'est accepter de se soumettre au jugement des populations. Or, il ne peut y avoir de jugement fondé sans une information vraie. Et enfin, que nos populations ont droit à cette information. Elles ont droit à la bonne information. L'expérience que nous avons déjà acquise avec vous nous aura permis de marquer les consciences de notre pays. Et grâce à vous, à la fin, les Ivoiriens ne me reconnaissent plus comme Anoloto, mais ils me reconnaissent comme Maman Bulldozer. Mais, mesdames et messieurs, je n'ouvrirai pas les débats avant l'heure. Je voudrais vous réitérer mon engagement à faire en sorte que les Ivoiriens soient des acteurs importants du changement que nous souhaitons en faveur d'un pays propre, d'un pays sain, d'un pays beau. Au moment où je m'apprête à clore mon intervention, je voudrais vous réitérer le soutien de Monsieur le Premier ministre pour cette belle initiative et souhaiter plein succès à ce forum. Souhaiter également joyeux anniversaire à l'intelligent d'Abidjan. Le meilleur reste à venir. 15 ans, c'est beaucoup, mais je pense que très bientôt, nous serons certainement invités à fêter les 20 ans, les 25 ans, les 50 ans, et pourquoi après nous, les 5 ans de l'intelligent d'Abidjan. Sur ce, je voudrais déclarer ouvert les festivités d'Abidjan Media Forum et souhaiter plein succès à cet événement. Je vous remercie de votre aimable attention. L'occasion pour moi de vous présenter, mesdames et messieurs, ces dames dynamiques dont je parlais à l'instant. Voilà, merci. Félicitations et merci d'être là. Très bien. Qui est positif, et nous pouvons également considérer que le gouvernement a su, pour ce qui concerne, être à côté de la presse, encadrer, aider la presse à atteindre ses objectifs, aider la presse dans sa quête de cette presse libre pour accompagner donc les efforts de démocratie dans notre pays. Et M. le Premier ministre nous a demandé de transmettre ses félicitations, ses encouragements à l'intelligence d'Abidjan et à la presse de façon générale dans notre pays. Mais surtout de réitérer son engagement qui est celui du gouvernement, de l'ensemble des membres du gouvernement, qui, conformément à la vision de notre président, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, n'est-ce pas, s'engage à faire de notre nation une grande nation démocratique, avec tout naturellement une presse libre, mais une presse responsable, une presse à l'écoute des populations et au service de la nation. Voici donc dans quelle ambiance nous avons représenté M. le Premier ministre avec nos collègues ici, pour dire à la presse que c'est dans ce partenariat stratégique gagnant-gagnant pour le gouvernement pour atteindre ses objectifs, de faire de notre pays une grande nation et un grand pays démocratique.
démocratique, un grand pays émergent. Mais comment ça se passe? L'invitation est peut-être venue, et voilà. Bon séjour en Côte d'Ivoire. Brûlant de notre presse. Donc la bagarre n'est pas seulement celle de la liberté, mais aujourd'hui celle des chapelles. Comment rendre la presse africaine indépendante? Et j'ai envie de poser la question, on va essayer d'être galant en commençant par la garde grave aujourd'hui à la presse africaine, à la liberté de la presse africaine. Est-ce que les pouvoirs publics, les différents gouvernements? Merci, M. Alain Foucault. Même si vous dites de ne pas faire l'historique de la presse africaine, nous sommes été dans un premier temps monopolisés par les pouvoirs publics. Donc, c'est à partir des années 90 avec la pu ouvrir la voie à la démocratie, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la presse privée, elle permet la consolidation et le maintien de la démocratie. Au-delà de cela, la presse privée amène le citoyen à participer aux actions de développement de sa communauté. Mais les entraves, c'est quoi? Les entraves, nous avons plusieurs types d'entraves. Tout d'abord sur le plan politique. Ce qui veut dire qu'au niveau même de la presse, il faut qu'il y ait comment on appelle, qu'il puisse avoir une bonne gouvernance d'abord au sein de la presse elle-même. Il faut que d'abord, la presse doit faire son autocritique. Oui, la presse doit faire son autocritique parce qu'il y a des presses, quoi qu'on dise, malgré justement cette notion de liberté qui ne sont pas libres, qui sont prisonniers justement de pouvoir politique, des gouvernants, mais également du moyen financier. Ensuite, la presse doit faire son autocritique par rapport à la formation. On s'est ramené les journalistes à penser contre eux-mêmes. Le seul métier que je connais, où les gens veulent gagner de l'argent en faisant mal leur métier, c'est la presse en Côte d'Ivoire. La presse ivoirienne, il y a quelques années, je disais de la presse ivoirienne qu'elle était gagnée par le virus I3P, le virus de l'information partielle, partiale, partisane. 10 ans après, je me rends compte que ce virus a connu une mutation. On est passé du virus I3P à un virus I4P. Une presse d'information non seulement partielle, partisane, mais parcellaire. D'un point de vue plus panafricain, la clé c'est la rentabilité des titres de presse et des éditeurs. Et cette rentabilité aujourd'hui, avec le développement du digital, elle est à la fois, elle est surtout un outil d'indépendance. En fait, on parle de liberté de la presse, je pense que c'est la notion qui est la plus importante, c'est l'autonomie, c'est-à-dire de pouvoir fixer vos propres règles, de les respecter, de ne pas être contraint par l'annonceur publicitaire, par l'actionnaire, par le pouvoir politique ou économique. Au print, combien de lecteurs ont lu votre article, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Et c'est ces lecteurs qui vont vous donner de plus en plus de moyens pour miser sur le contenu éditorial, le développer, recruter des talents qui vous permettent de mener les telles enquêtes. Lecteurs de l'Afrique francophone achètent un journal pour 6 lecteurs au minimum. Donc vous voyez bien que la presse écrite en ce moment ne peut que mettre l'accent sur la publicité. Sinon, face à des gens qui sont abonnés au braquage politique, vous avez en face du braconnage éditorial. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Moi j'ai été nommé DG de Fraternité Matin. La première chose que je fais, je trouve que Fraternité Matin, c'est le 7e journal de Côte d'Ivoire et le Patriote était le premier journal de Côte d'Ivoire. En 2 mois, nous sommes devenus le premier journal de Côte d'Ivoire. J'ai créé le prix Ebony. Ebony est le seul journaliste en Côte d'Ivoire qui a dit merde à Oufoué. Il était journaliste à Fraternité Matin à la suite d'un article. Quand Oufoué l'a admonesté, il a quitté, il a rendu sa démission. Aujourd'hui, tous ceux qui ont eu le prix Ebony ne sont plus dans la presse. Pourquoi on ne se pose pas la question de comprendre pourquoi? Pourquoi? Mais parce que la presse n'attire pas la force d'attraction de la presse. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les journaux, ce ne sont pas les meilleurs. Les meilleurs s'en vont fatalement. Mais là, on revient.
passionnés ou les moins bons. Vous avez deux types de clients. Des lecteurs, d'abord, et des annonceurs, ensuite. Si vous n'avez pas de lecteurs, vous n'avez pas d'annonceurs. Et ce modèle-là va, encore une fois, évoluer, à mon avis, avec le digital, parce que le digital va vous permettre de vous affranchir d'un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les éditeurs, la fabrication, le papier, le transport, la logistique, la distribution, etc. Il va vous permettre de toucher les lecteurs directement, tout en sachant encore une fois ce qu'ils attendent de vous, ce qui leur plaît dans votre journal, ce qui ne leur plaît pas, ce qu'ils consultent, ce qu'ils ne consultent pas, etc. Mais encore une fois, c'est une entreprise comme une autre. S'il y a, par exemple, en Côte d'Ivoire, 40 titres de presse, je ne pense pas qu'il y ait un marché pour 40 titres de presse. C'est que donc l'objectif de ces éditeurs, il est autre. Exister, peser, se faire connaître, servir la soupe à telle ou telle chapelle, peu importe. Et c'est pas propre à la Côte d'Ivoire, ça existe partout. Vous allez au Sénégal, il y a une cinquantaine de types de presse, qu'ils soient écrites ou pure player sur le web, etc. Et vous pouvez multiplier cet exemple quasiment à l'infini dans tous les pays africains. Donc il ne peut pas y avoir de rentabilité puisque vous n'avez pas le marché pour et vous n'avez pas le lectorat pour. Mais il n'y a pas non plus d'écrémage par la qualité. C'est-à-dire que ces titres de presse continuent à exister parce que tel ou tel mécène va les entretenir, encore une fois, pour assouvir ses besoins, quels qu'ils soient. Avec le digital, ça va avoir tendance à disparaître. Il y aura ça, parce que c'est facile de faire un site internet, de publier n'importe quoi. Vous avez des lecteurs, vous n'avez pas de lecteurs, tant qu'il y a quelqu'un pour assumer le coût, ça existera. Mais petit à petit, et je pense que c'est aussi la problématique qui est évoquée avant, avec la démocratisation, avec la création d'un véritable marché, l'émergence de classes moyennes, avec un pouvoir d'achat qui est censé devoir se développer. Si des lecteurs ont un besoin quelconque, que ce soit un besoin d'information, un besoin de compréhension, qu'il s'agisse d'information politique, mais aussi une presse de niche sur l'art de vivre, le lifestyle, le voyage, les arts nautiques, que sais-je, ils vont venir s'adresser à vous pour chercher leurs besoins. Ils vont payer pour le faire, et à mon avis, là, si on parle du digital, c'est la seule voie pour qu'une presse de qualité existe, c'est que l'information, elle a une valeur. C'est un produit un peu différent, mais c'est un produit comme un autre. Si vous ne donnez pas de la valeur à cette information, si vous ne la vendez pas, et s'il n'y a pas en face un client pour l'acheter, vous continuerez à baigner dans un marigot, comment dirais-je, médiatique, qui sera toujours le même, et vous ne progresserez jamais. Et une fois que vous êtes confronté à cette attente du lecteur qui paye, et qui petit à petit va vous débarrasser de l'aspect publicitaire, comment dirais-je, du besoin d'avoir des annonceurs. Dans des pays où le secteur public est plus important, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre annonceur, c'est l'État. Et si vous n'êtes pas gentil avec l'État, l'État coupe les robinets. Il y a un exemple qui est très flagrant, par exemple en Algérie. Toute la publicité des entreprises de presse vient d'une agence qui s'appelle l'ANEP. L'ANEP est une agence étatique. Vous êtes gentil, vous avez de la pub. Vous n'êtes pas gentil, vous n'avez plus de pub. 6 mois après, vous mettez la clé sous la porte. Donc encore une fois, la seule voie pour que nous en sortions, mais elle est logique, c'est les lecteurs. Et si ces lecteurs payent votre information, ça veut dire que votre information est de qualité, s'ils sont prêts à le faire. Et encore une fois, j'en reviens à mon cercle vertueux, c'est qu'après, vous vous débarrassez de toutes les contraintes. La contrainte de vos actionnaires. Vous parliez tout à l'heure de la vie économique et d'avoir une grande banque qui soit votre actionnaire. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi un autre moyen, une véritable indépendance. Si vous regardez la presse, par exemple, en France aujourd'hui, elle est entre les mains d'une dizaine de capitaines d'industrie. Toute la presse, quotidienne, hebdomadaire, appartient à des grands patrons. Alors, il faut se demander pourquoi ces grands patrons investissent leur argent dans une presse. C'est pas pour la rentabilité, parce qu'ils sont assez peu à gagner de l'argent, à part 2-3 titres comme Le Point et l'Express. Et donc, elle est aussi otage. Les journalistes sont aussi otages de ces actionnaires qui vont leur dire, lors d'une grande élection présidentielle par exemple, eh ben on va vers de tel ou tel côté, plutôt vers Macron, plutôt vers Fillon, etc. Donc c'est pas tellement plus indépendant comme modèle. La seule garantie d'indépendance, encore une fois, et c'est le lien qui vous unit à vos lecteurs, qui vous achète l'information dont ils ont besoin. Et encore une fois, ça vous oblige à vous poser systématiquement la question de qu'est-ce que mes lecteurs attendent, est-ce qu'ils sont prêts à payer et qu'est-ce que mon journal leur apprend. Et en contrepartie, il faut que ces lecteurs qui ont pris l'habitude depuis une dizaine d'années d'avoir accès gratuitement à l'information, puisque le modèle à l'époque était site gratuit et l'éditeur se rémunère sur la publicité. On s'est aperçu que c'est un leurre, c'est un autre sujet, il n'y a pas d'annonceur publicitaire et 90% des revenus publicitaires sur Internet sont trustés par Facebook, Amazon, Google,
et consorts, et pas par les annonceurs eux-mêmes. Il faut que les hommes de médias essaient de changer leur façon de faire, leur approche même par rapport à l'information, surtout qu'on a l'information qui circule tout azimut sur les réseaux sociaux, de la vraie information à la fausse information. Et si on parle du postulat que le journaliste parle d'un fait, mais il enquête, il analyse d'abord le fait avant de pouvoir publier l'information et afférente, par opposition à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux où le... Mais quand même dans certains journaux aussi, hein, il ne faut pas non plus qu'on donne l'impression que c'est tellement meilleur dans tous les journaux. C'est que j'ai fait une expérience à Fraternité Matin qui a beaucoup réussi. Vous savez, je suis économiste de formation et chaque fois que je demandais aux intellectuels du CIRES pourquoi ils n'écrivaient pas à Fraternité Matin, ils me disaient non, tu vas écrire, on va dire tu soutiens le régime. Quand je suis arrivé et que j'ai fait la rupture au niveau de la ligne éditoriale, Fratmat payait des universitaires, je leur donnais 300 000 francs et ils animaient des chroniques. Et des plus célèbres, si vous avez entendu parler de Zadi Zaourou, Zadi Zaourou était chroniqueur à Fraternité Matin, sa femme était chroniqueuse à Fraternité Matin, l'actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Belgique, à Bruxelles, Zinsou était chroniqueur. À la fin du mois, ils venaient toucher leur chèque de 300 000. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'un journal privé peut faire ça? Parce que lui, il s'est dit les 300 000, où il les prend pour avoir des chroniqueurs de cette taille-là? Non, mais j'arrive. Ce que j'ai compris, c'est que moi, je regarde un peu ce que Jeune Afrique fait, leurs insuffisances, leurs limites, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je regarde ce que RFI fait, ils ont leurs limites, leurs insuffisances, mais un journaliste ne sait pas tout. On a besoin de l'éclairage de spécialistes. Vous voyez, sur France 24, il n'y a pas un seul événement qui ne fait pas venir sur le plateau quelqu'un, lui, il est tout le temps sur le plateau de France 24, pour porter son regard d'Africain sur le débat, les problématiques africaines. Nos journaux, y compris nos télévisions publiques et autres, ne savent pas faire. Vous prenez un journal de la page 1 à la page 24, c'est des journalistes qui racontent leur vie. Quand vous finissez de lire le papier, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, si vous êtes économiste, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la qualité éditoriale va faire reculer la peur que les investisseurs ont des journaux. Tous les journaux ne seront pas la même enseigne. Moi, je suis convaincu que vous partez... il y a un groupe, le groupe qui intervient ici dans Futisak. C'est un groupe, je crois, pakistanais qui intervient ici dans Futisak. Le premier journal du Kenya, qui est un journal privé, ils sont actionnaires. Le groupe IPS. Oui, voilà, le groupe IPS. Au Kenya, ils y sont, mais ils ont le premier journal privé du Kenya. Et quand vous allez au Kenya, c'est un grand immeuble qui héberge ce journal-là. Où est-ce que je veux dire? Donc c'est pour vous dire quoi? Que les gens, pour moi, il y a un préalable. Le préalable, surtout je vais parler de la Côte d'Ivoire, le préalable, c'est qu'on en finisse vite avec ce qui se passe dans la vie politique ivoirienne pour passer à autre chose. À partir de ce moment-là, ce sont les meilleurs. On va faire appel aux meilleurs, aux compétences. Vous savez, quand un pays, il y a 3000 morts, et puis après on dit, on a fait 3000 morts pour du rattrapage ethnique, c'est le degré zéro de la politique. Quand il y a 3000 morts, c'est les meilleurs, on dit j'ai fait. Moi je suis prêt à mourir pour que les meilleurs Ivoiriens me dirigent. Pas pour que quelqu'un qui est de mon ethnie vienne me prendre la part. Moi j'ai été DG de Fatma pendant 5 ans, je suis à Dukrou, je n'ai jamais recruté un seul à Dukrou. Ça n'a pas empêché Fatma d'être ce qu'elle est devenue. J'ai mon propre neveu qui est venu faire un stage de ressources humaines. Comme il y a toujours des flatteurs dans une entreprise, ils sont venus me voir, il faut le recruter, c'est ton neveu. J'ai dit, on ne m'a pas mis à Fatma pour recruter mes parents. C'est aussi simple que ça. Donc je veux dire qu'il faut miser sur les compétences. Tous ces jeux que vous voyez en Côte d'Ivoire, et je le dis que c'est important, les gens ne s'en rendent pas compte.
Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne vole pas pour envoyer ses enfants à l'extérieur. Ils sont tous au Canada, mais quand ils vont rentrer, si on continue de cette façon-là, ils vont travailler où? Mais est-ce que la rentabilité ne va pas passer par une mutation profonde de l'approche même de la presse écrite? Est-ce que nous ne vivons pas les derniers moments de la presse papier, Marouane? Sur du papier et le digital. Je pense qu'à terme, la presse papier est morte. À terme. Pas aujourd'hui, peut-être pas dans 5 ans, et à mon avis, à un horizon de 10 à 15 ans, elle n'existera plus. Mais la mission et le contenu restent les mêmes. C'est le support qui va changer. Ce sera l'ordinateur, le téléphone, votre télé, peut-être votre montre, peut-être d'autres encore innovations technologiques. Mais on va toujours faire le même métier. On va le faire différemment. On va devoir, on en parlait tout à l'heure, plutôt faire comprendre les choses que les faire savoir. Parce que maintenant, vous le savez très rapidement. Un peu ce qui se passe partout dans le monde, à côté de chez vous, beaucoup plus loin. Donc notre mission est la même. Le support va évoluer, mais les modes de consommation des lecteurs aussi vont évoluer. Le digital fait que vous avez accès à tout, mais que vous le voyez, vous avez un temps incompressible de lecture dans la journée, vous ne pouvez pas passer 17 heures à lire. Donc les gens vont lire plus vite, vont piocher à droite à gauche, vont se focaliser sur leur centre d'intérêt, ne sont pas obligés de compulser un journal pour trouver ce qu'ils veulent, mais de taper directement 3 mots-clés pour trouver l'information. Et donc on va devoir, nous journalistes, apprendre à être plus concis, plus rapide, ce qui ne se fait pas forcément au détriment de l'analyse et de la valeur ajoutée. Mais donc tous ces modes de consommation vont évoluer. Il suffit de voir aussi les jeunes, la nouvelle génération, elle ne lit pas comme nous. Elle n'écrit pas comme nous non plus, c'est sobre. Mais donc on va devoir s'adapter à tout ça et on doit s'adapter. Cette évolution elle est extrêmement rapide, c'est la plus rapide qu'on ait connue, en tout cas dans notre histoire contemporaine. Et dans notre métier, en tout cas d'éditeur, il va falloir qu'on explique aussi à nos journalistes, on n'écrit plus comme avant, on n'a pas les mêmes, on ne fait plus pareil. Il faut vous adapter. Et la meilleure façon de vous adapter, c'est de comprendre ce qu'attend de vous votre lecteur. Et encore une fois, le digital permet ça, alors que le print, bon, vous saviez combien d'exemplaires vous vendiez, vous ne savez pas ce qui était lu, vous ne savez pas quel type d'article était plus lu que les autres. Aujourd'hui, encore une fois, tout ça change et ça nous oblige à nous remettre en question tous les jours. La presse, c'est un marché. Vous avez X lecteurs potentiels, vous ne pouvez pas en trouver plus. S'il y a 10 millions d'habitants dans un pays, il n'y en a pas 40. Et encore une fois, ça va vous obliger, ça va écrémer forcément. Ça va écrémer le paysage médiatique. Les lecteurs vont être de plus en plus attentifs à ce qu'ils vont trouver, à ce qu'ils veulent trouver. Et nous, ça va nous obliger à répondre à leurs attentes de plus en plus, plutôt que d'écrire n'importe quoi dans des journaux qui sont distribués gratuitement, pas gratuitement, et qui ont un mécène qui éponge les dettes quand il y en aura. Et donc, quelque part, c'est une... je pense qu'à terme, le secteur qui a des difficultés parce que la publicité diminue, va compenser ça par une recherche de qualité qui est impérative, sinon c'est la mort. Au Burkina Faso, nous avons la presse burkinabé qui suit. Est-ce que citoyen aujourd'hui, on peut lire citoyen en ligne? Je reçois à tout instant des messages lorsqu'il y a de l'information. On a le Faso-Net, on a Burkina 24. Je pense que la presse burkinabé est en train aussi de lutter, justement, de s'adapter à ce nouvel environnement. Mais par contre, je voudrais revenir un peu à ce que Marouane a dit. Dire que le papier va disparaître, la presse écrite papier, je suis un peu sceptique. Je sais que, parce que toutes les presses aujourd'hui... C'est votre vœu que ça ne disparaisse pas? Non, ou bien un constat parce que c'est en train d'arriver? Non, je suis un peu sceptique. Toutes les presses écrites, les entreprises de presse ont leur blog aussi, où ils mettent de l'information. Je dis ça en référence au fait que quand la radio est apparue, la télévision est apparue, on a cru que la radio allait cesser d'exister, tant attendu que la télévision alliait en plus de l'audio, l'image, etc. Mais les deux ont cheminé ensemble. Aujourd'hui, le numérique est là. Est-ce que réellement la presse papier va disparaître ou bien la presse papier va essayer justement de reformater le contenant et le contenu pour justement avoir... Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont rester attachés à ce... Oui, mais ça, c'est une génération. Hein. Je veux dire, c'est une génération. Moi, je regarde... Le problème, c'est que vous éditez des journaux papier, mais il y a des gens qui les distribuent. Prenez l'exemple ici de Prestalis. Prestalis, c'est l'agence française, enfin l'entreprise française. La messagerie. Les messageries qui distribuent les journaux internationaux en Afrique. Aujourd'hui, elle ne le fait plus. Elle a coupé la Côte d'Ivoire, elle l'a remis péniblement parce qu'il y a dû avoir quelques consignes ou aides pour qu'elle... Mais c'est pas rentable.
Vous allez dans n'importe quel kiosque en France ou en Afrique, leur métier n'est plus rentable parce que les quantités diminuent, parce que les gens vont de moins en moins acheter leurs journaux et les téléchargent ou les lisent sur leur tablette, etc. Donc même si vous continuez à faire du papier, les autres supports, la distribution, ne sont plus rentables pour les distribuer. Donc à terme, en tout cas, ça va considérablement diminuer. C'est très Si vos conditions de vie, de rémunération sont mauvaises, vous allez être tenté de prendre l'enveloppe de telle ou telle politique. Si vous êtes encadré, d'abord on parlait des questions de formation, si vous êtes bien encadré, si vous êtes bien rémunéré, vous serez bien rémunéré. Si vous avez, on revient encore une fois à l'électorat, les ventes, et une entreprise rentable qui a intérêt à bien vous rémunérer, parce qu'elle a intérêt à vous garder, parce qu'elle a intérêt à ce que vous vous développiez dans votre métier. Si vous ne l'êtes pas, évidemment que vous allez soit être susceptible d'être corrompu, soit vous auto-censurer parce que vous aurez peur de perdre votre métier, votre emploi. Et donc, encore une fois, oui, c'est sûr, mais il n'y a pas de secret. Comme dans toutes les professions, la rentabilité économique permet votre bonne rémunération, et votre bonne rémunération, si vous êtes de qualité ou de talent, c'est pas à 100% sûr, mais elle va faire en sorte, en tout cas, que vous soyez moins sensible à la corruption, ou à la flagornerie, ou à écrire ce que vous ne pensez pas, pour faire plaisir à un tel ou un tel, ou à cacher une information parce que vous pensez qu'elle va fâcher. Il faut d'abord donner du bon contenu au lecteur, parce que comme a dit Marouane, c'est le lecteur qui est le meilleur garant financier justement de la presse écrite. Et surtout que grâce aujourd'hui aux médias, le lecteur arrive à suivre l'action du gouvernement, c'est de donner la vraie information. Donner l'information crédible, l'information vérifiée, mais également... Se distinguer des réseaux sociaux. Merci, justement, se distinguer des réseaux sociaux. Et je pense que par là, le journal peut avoir son chemin et également se positionner dans l'espace. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, monsieur Alain Foucault, pour ce... Super. Les interventions Alain Foga, ce panel. merci pour les assises Je disais, mais attention quand même. Parce que les mots que vous employez, ils peuvent avoir un sens correct, mais un sens connoté. Vous dites des choses que vous peut-être ne maîtrisez pas forcément dans leur histoire. Donc il faut forcément faire assister, soit par des sociologues, par des historiens ou par des avocats. Parce que vous avez des avocats, s'il y a un procès, vous faites comment? Vous allez mettre votre avocat devant le fait accompli. Je dis, mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, le journaliste, il est tout à la fois. Quand il est sur le lieu, il a en même temps le directeur général, il a en même temps le reporter, il a en même temps l'avocat. Alors aujourd'hui, notre métier, il progresse, et moi, je ne me complexe pas du tout. Je ne me vois pas, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas en tant que journaliste être l'élément déclencheur de la violence des crises. Ceux qui sont déclencheurs de crises là, on les connaît. Ce sont les hommes politiques. C'est dans leur discours, il faut aller chercher les éléments déclencheurs. Nous, je sais pas, nous demande si nous savons qu'il a tenu des propos qui sont susceptibles de déclencher la guerre, c'est de les mettre en conformité avec les règles déontologiques de notre métier. Voilà, c'est tout ce que je pense. Alors, je voudrais abonder dans le sens de mon confrère, Fernand Dédé. Ça me rappelle, parce que nous sommes journalistes, nous sommes avant tout de simples témoins. Voilà. Et sur le poids des mots, un mot, peut-être mal employé, peut des fois tuer plus sûrement qu'une balle. Donc tout ce qu'on écrit, c'est important. Ça me rappelle l'excellent slogan bien connu de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Les photos parlent souvent d'elles-mêmes, même des fois plus. Et le poids des mots, si on n'y fait pas attention, si on emploie un mot pour un autre, eh bien on rentre dans l'incitation à la violence, dans le déclenchement des crises. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes que des témoins, voilà, pour essayer de traduire ou
de rendre accessible au plus grand nombre une actualité qui n'est pas toujours très gaie, en Afrique comme ailleurs. Voilà. Question suivante. Je souhaiterais savoir, est-ce que un journaliste normal je veux dire, est-ce qu'il peut avoir une vie après le journalisme? Ou alors finir sa carrière de journaliste et passer à autre chose et pouvoir continuer dans sa passion de journaliste. C'est difficile de dire, même des journalistes français qu'on voit, j'en parlais avec des amis de l'AFP, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens. Je dis, mais vous êtes fous. Parce que nous, quand on voit des journalistes européens débarquer ici, sac au dos, certains passent leur nuit à l'hôtel d'Ivoire, on se dit, mais ils ont les moyens. Mais en réalité, ils vous diront que ça ne suffit pas. Si vous discutez avec eux, ils vous diront, ah non, il y a tel problème, tel autre. Alors, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, depuis le printemps de la presse en 91, les journaux se sont créés dans un contexte difficile. C'est d'abord des journaux de parti. Quelques opérateurs économiques ont tenté l'expérience de la création de journaux, mais très vite on s'est aperçu qu'ils avaient en même temps l'acte de naissance du journal dans la main gauche et l'acte de décès du même journal dans la main droite. Les journaux ont été créés, ça a été juste la vie d'une rose. On a vu un titre, on ne le voit plus. Parce qu'en réalité, les journaux ont été créés par les partis politiques. Ceux qui écrivaient dans l'audience du parti, certains n'étaient pas exigeants. De sorte que l'UNJCI a été créé en 1993, je crois, justement pour une chose frontale entre journalistes. Quand un journal portait une information, c'est un autre journal qui venait, pas pour porter le droit de réponse, mais attaquer frontalement son confrère. On est arrivé avec l'UNJCI à stabiliser pour dire attention, il y a quand même la confraternité. Il y a des règles, on appliquait à l'époque la règle de la loi de 1881, nouvelle, que je salue avec déférence lui. Moi aussi, parce que je connais bien, c'est un ami. On bataillait pour que déjà les journalistes comprennent. Il faut dire, vous pouvez être militant, dans un journal, voici les règles qui s'imposent. On a réussi plus ou moins, ce n'est pas encore une bataille gagnée, puisque de temps en temps, un journal répond à un autre, mais de plus en plus, on commence à aller dans le droit. Ensuite, la bataille, justement, des conditions de vie des journalistes. Aujourd'hui, la loi dit qu'il faut payer les journalistes à la convention. Ça va être autour de 270 000 pour les journalistes débutants. Ça va être après 2 ans, rédacteur en chef, 4 ans plus tard, 6 ans plus tard, ça va être à peu près 600 000. Au regard des conditions de vie en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a 600 000, il vit plus ou moins correctement. Seulement, l'environnement de la presse en Côte d'Ivoire, l'écosystème de la Côte d'Ivoire, le modèle économique de nos journaux qui sont fondés essentiellement, qui s'appuient sur les partis politiques, donc sur les militants, si vous n'achetez pas votre journal, il ne marche plus. C'est la charrue avant les bœufs. Le per diem, c'est totalement faux. Et je sais ce que tu racontes, je l'ai vu, mais c'est pas ça. C'est justement ce qui assure l'indépendance du journaliste, c'est quand le journal paye le per diem, c'est-à-dire un journal t'envoie 3 jours, je ne sais où, il te paye tes frais de voyage, il te paye ton hôtel, et il te paye en général effectivement un per diem, c'est-à-dire une certaine somme pour te nourrir. Or là c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas le journal, ton employeur qui te donne de l'argent, c'est celui que tu interviews. C'est comme ça que tu as des trucs complètement aberrants en musique. Tu interviews un chanteur, et pour moi qui n'ai pas l'habitude, et au bout de 30 ans, j'ai toujours pas l'habitude, j'entends parfois le chanteur qui me dit « Alors c'est combien ?» Il n'y a pas, c'est pas combien. Mon journal m'a déjà payé un salaire, et mon journal m'a déjà payé tous mes frais pour venir t'interviewer, donc il n'y a rien à payer. C'est justement ça qui est fou. Dans la presse ici, c'est qu'on inverse les choses. Si le journal payait les per diem aux journalistes qui devraient les payer, le journaliste serait indépendant. Pareil. Le petit programme que nous avons fait depuis ce matin, notifié d'une chanson en espagnol. Doave, 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 doave,
Madame Yolande Batoyoko, Monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Madame la ministre Edmond Goudou-Koufi, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le commissaire général de l'Abidjan Média Forum, directeur du... Merci du fait d'éviter certainement de faire un discours. Au-delà des remerciements, expliquer aussi les enjeux en compte aucune aventure, l'information. Nous avons déjà de nouveaux véhicules rénovés. Bientôt, nous allons lancer la phase d'abonnement de façon intensive pour avoir. Nous allons mettre en place la fondation des amis de l'école et des paysans d'Abidjan. Il était large et étroit, un chemin sur mon chemin, maintes difficultés, et chaque année je les rencontre par milliers. Cependant, face à chaque situation, je suis encouragé et aidé. Nous étions plusieurs à braver des attaques et des fausses accusations, plusieurs à rendre plus sombre certaines de nos nuits blanches. Mais c'est avec le moral fort que nous donnons une pause. Une pause pour penser, une pause pour ruminer, une pause pour cogiter, m'amuser, une pause pour rigoler. Je vis à Abidjan, je suis intelligent, j'ai 15 ans. Je suis intelligent, je vis à Abidjan, j'ai des hommes et des femmes sans âme. Je suis une plume, je suis un canal. Je suis intelligent, je vis à Abidjan, j'ai 15 ans. Je suis l'intelligent d'Abidjan. Merci et bonne fête. Où est le mec au caractère malice? Afrique, réconciliez-nous avec la décence. Afrique, amarre-toi à notre conscience. Afrique, réchauffe-nous par ta présence. Afrique, livre-nous le secret de la démence qui nous menace dans ce mondial et par indifférence raciale. Afrique, lève-toi et dompte le monde. Afrique, nourrit notre orgueil et notre dignité. Afrique, n'accepte pas. Et dans le monde. Dans le journalisme, il y a beaucoup de journaux, quoi. Chacun choisit où il veut. Si tu veux lire à gauche, tu lis à gauche. Si tu veux lire à droite, tu lis à droite. Maintenant, si tu ne veux pas lire à gauche, tu ne veux pas lire à droite, tu peux lire au milieu. L'intelligence d'Abidjan. Au moins. Voilà. Oh, non, moi, j'ai mon oncle au quartier, lui, quand il paye journal, il paye toujours à gauche. Il n'a jamais payé à gauche et puis à droite en même temps. Je lui ai demandé un jour, mais pourquoi à chaque fois tu choisis un camp et puis tu payes le journal, tu payes à gauche, si tu ne payes pas à gauche, tu payes à droite. Il dit, mon petit, quand j'ai fini de lire à gauche, là, il a fait quoi à droite encore? Bah, tous les liens à gauche, là, c'est ça, ils ont écrit le contraire à droite, là. Il est décédé. Bon, après, j'ai écrit pour le pape Jean-Paul II aussi. Bon, après, un an après, il paraît qu'il est décédé aussi. Après ça encore, j'ai écrit pour Michael Jackson. Bon, j'ai appris qu'un an après encore, on dit qu'il est décédé. Bon, les gens m'ont informé qu'un an après aussi, lui aussi, il est décédé. Un an d'anniversaire, là, il est décédé aussi. Et c'est ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ah, la Côte d'Ivoire est un beau pays, hein. Surtout au niveau de la gestion du pouvoir, tu as l'impression que les gens se sont organisés, chacun passe à tour de rôle avec son concept. Au départ, c'était les Baoulés. Quand ils étaient là, ils avaient un concept bien précis. C'est eux qui voyaient dans le complet paysan. Quand tu vois les poulettes là, on dirait pousser 2 mètres de haut, 2 mètres de haut. Quand ils passent, ils ne sont pas pressés. Quand tu dis bonjour, c'est là où ça vient doucement. Eux là, ils ont gouverné le pays. Après, ce qui était arrivé, c'était les Yacouba. Il y a Yacouba ici, non? Ah non, franchement, les Yacouba, vous n'êtes pas ambitieux. Là où les gens font 40 ans, là, vous venez vous faire seulement 9 mois. Ils ont géré le pays, chaque on dirait cabine téléphonique. Eux, ils ont géré le pays. Après eux, le pays était dans la tourmente, il fallait orienter le pays pour déposer sur une bonne trajectoire. Les bêtises sont arrivés. Et ils ont dirigé le pays. Allez, allez. C'est une là. Djoula. Djoula. Eux là, ils ne gouvernent pas, ils ne savent pas, ils ne dirigent pas, ils contrôlent le pays. Quand tu dis Mado, il dit Koïté, ils n'ont pas venu seulement. On a l'attend ici. Si vous n'avez pas créé, nous, on allait voir le président. On dit le président, c'est faux. Il est au Paraguay.
célébrer ceux que nous considérons comme des artisans de la liberté de la presse, des partisans de la liberté de la presse, parce qu'ils ont décidé de nous accompagner, parce qu'ils ont posé aussi un certain nombre d'actes qui peuvent être considérés comme la promotion de la liberté de la presse. Il était important pour nous de les encourager dans ce sens, de les faire dans le sens pour que d'autres partenaires et d'autres médias puissent continuer de bénéficier de leur appui et aussi leur action de trophée pour ce soir. Et nous allons certainement aller vite en 3 phases. D'abord, nous allons remettre le pays qui a l'honneur. Nous allons profiter de l'occasion pour vous demander encore d'applaudir nos amis du Burkina Faso. Ils sont là, ce soir ils se veulent très très discrets, mais je pense qu'ils ne peuvent pas échapper à cet instant de réception au moins d'un trophée à titre symbolique. Il y a plusieurs trophées pour eux, mais nous allons remettre le trophée au parrain de la soirée, le ministre Alpha Barry, à son directeur de cabinet, son représentant, et puis nous allons voir comment la suite pourra se faire. In the garden shining. Je voudrais appeler Madame Merci. Spécial, c'est pour quelqu'un de spécial. Et c'est comme moi, aujourd'hui j'ai rencontré une personnalité que je connais depuis peut-être 20 ans. C'est une personnalité dans le continent africain qui fait partie des hommes qui tournent en Afrique. Je voudrais appeler ici M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense français. Et c'est quelqu'un qui est attesté pour les médias et c'est tout à fait normal qu'il le reçoive. Belle image. Merci de recevoir ce prix. Me donne l'opportunité de prendre la parole pour vous saluer et donner le sens de ma présence à cette cérémonie. En fait, ma charmante épouse Yolande fait ce prix, je le dédie, parce que ce cheminement nous l'avons partagé, instant après instant. Et je suis là vraiment pour féliciter Alafé. Alafé est avant tout un ami. Un ami de longue date, pour qui j'ai beaucoup de respect. Alafé est pour moi l'un des plus grands journalistes d'investigation en Côte d'Ivoire. Un journaliste qui est très bien informé. Bien souvent, je l'ai rencontré et j'ai appris des choses sur l'activité gouvernementale que moi-même, ministre de la Sécurité à l'époque, je ne savais pas. C'est un homme de réseau et c'est un bagarreur. C'est un battant. Comme moi, il a commencé dans la presse. Comme moi, il est allé en prison pour délit de presse, mais il a estimé, comme moi d'ailleurs, que justement ça devrait être une motivation pour aller de l'avant et non pas de s'arrêter. Et 15 ans après, de voir qu'il tient toujours le cap, là où beaucoup ont dû fermer, là où la presse écrite est en crise, est en pleine mutation à cause du numérique, et je l'encourage à parfaitement s'adapter. Je voulais venir ici ce soir pour te traduire à la fée mon respect de la considération pour ce travail. Même si, bien souvent, je me suis réveillé et j'étais appelé en colère, que je ne comprenais pas le sens de certains titres. Je me disais que de provocation. Tellement des fois,
je trouve que ces provocations peuvent être mal perçues. Mais en même temps, j'ai vu ton calme, tes explications, et ça m'a aussi enseigné que nous devons respecter les journalistes, que ça ne nous plaise pas, mais c'est ça qui fait la régulation sociale. C'est ça qui nous régule. Et voilà. Je te remercie de me faire le privilège de ce prix. Et je tiens avec beaucoup de fierté, parce que toi et moi, on sait ce que ça veut dire la liberté de la presse, parce qu'on a fait la prison de la presse. Merci. Bonne soirée. Joyeux anniversaire à l'intelligence, à la fille et à tous ses collaborateurs que je veux saluer et remplacer ce soir. Et qu'il soit loin des soucis matériels qui nous permettent d'être beaucoup plus objectifs aussi. Toujours plus objectifs. Vous savez, tenir un journal, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de difficultés. Une capacité d'investigation est vraiment à saluer. Et je voudrais encourager à persévérer, à faire sa mutation dans le numérique pour que justement en Côte d'Ivoire, on ait des pionniers. Alors je vais vous interpréter deux de mes chansons. La première s'appelle Ma Rivale. Et plus d'une fois j'ai visité le cas. Maman. Allez, faut me chanter. Comment on fait ça? Allez, faut me chanter. On fait du bruit pour moi. D'accord, je parle tout à l'heure. On fait du bruit encore s'il vous plaît. Allez, faut me l'homme de ta vie, si tu veux l'attirer, faut savoir que mon corps est stop. Ton corps est le temple de Dieu, tu donnes. Ton corps est le temple de Dieu. Magali, policier, c'est vendredi. Sonagi, ma baby, sonagi. Maternité, soir, c'est toi qui fais la star sur Facebook. Et tu espères. Non, monsieur, méfiez-vous, Internet a trop. Arrêtez, c'est pas mettre pareil au bout. Hein? Voilà, quand j'enlève mon micro, me sentez bien. Mesdames et messieurs, je pense que je vais vous mentir. C'est mon travail, parce que je vis de ça. Parce que moi je mens, on me paye pour mentir. Vous donnez déjà d'argent, c'est bête d'argent. Donc, monsieur, applaudissez le papa, s'il vous plaît. Vraiment, il a été bien. Il n'est pas trop dans la culture, mais plutôt chez les papas Ahmed. Il est bon match. Moi, ça m'a étonné que vous avez pas dit, mais on est bon match, on a des vieux quand même. Quand tu vois Julas, ça va lire Julas comme ça. Quand il vient la vie, il va voir. Il a bien compris, mais il faut voir le commandant à la maison. Je vous ai dit que mon y a main. Tout dernièrement, le président allait à la maison. Il a son pliage. C'est l'homme mort. Quand il a vu qu'il est corrompu. Quand il est là, il dit, c'est nous l'homme qui est là, il a son pliage. Parce qu'il a vu en bout. Mais demain, quand il a fait, il faut aller dire à monsieur là, il n'a qu'à partir, il va aller. Tu as vu le maïs sur l'argent, mais là, tu n'as pas parti. C'est le gars qui m'a dit, ça ne fait pas bien. On va demander, mon propre papa, moi, je vous en congé, il a monté inattendu. Il a réuni tout cela, ça veut dire qu'on venait voir les vêtements. Il y a une fête là, là maintenant, il faut qu'on paye un poulet. Quand vous étiez encore petit là, j'ai payé un poulet là. Voici la taille du poulet. Nous sommes en train de dire, il dit bon, c'est là comme ça. Il dit c'est là comme ça. Les filles là, c'est pas vous nous mangez aussi. Excuse-moi. Ah, t'as pas compris. Il y a des années là. La pluie qui vient, c'est bon, ça te va? Oui, ça me va. Ça va, non? Moi, devant sur ma maison, il y a un petit pont, un ponton. Là, continue. Et puis il y a une flaque d'eau. Et vous jurez si vous montez dans ma voiture pour venir ici. En montant, dans la montanterie,
je voulais monter. Je battais. Que je suis arrivé sur le pont. Flaque d'eau là. Quand j'ai jeté un coup d'œil, il y a un poisson qui est sorti dans l'eau comme ça. Ne me croyez pas? Non, c'est ton travail. Si vous voulez, ne me croyez pas. Si vous voulez, ne me croyez pas. Il y en a même mon cachot. Donc le poisson est sorti dans l'eau comme ça, il y a un objet dans sa main. Et puis il a jeté son front. Et puis il dit, ouais, il fait chaud. Parce que comment quelqu'un peut monter dans l'avion comme ça, premier jour. Et puis l'avion, ça va comme ça. Et puis au moment, le pilote apprend, Torbi Waki l'a dit, mesdames et messieurs, mais attachez vos ceintures de sécurité. On va passer dans la zone de turbulence. Toi, tu as vu. On n'a pas vu. On est derrière, on a payé pour ça. Mais dévie l'avion. Tu as oublié. Ici, à Ville, on va arriver. Toi, tu as vu. On t'a payé pour ça. Il faut nous envoyer encore et on a fait. On se prend. Pendant 10 minutes, on est comme ça. Vous savez qu'un avion décolle à ça, comme ça. Mais pendant 1 heure, on est comme ça. Le pilote même, il est étonné. On voit dans votre bulletin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu nous demandes qu'est-ce qui se passe? Faut arrêter ça. Donc le monsieur va prendre ton tour, il a été juste à ce moment. Ça, c'est la bouteille de jus. Juste la vérité. Il a pris le tour, mesdames et messieurs, excusez-moi, qui est assis au fond. Quand on a tenu tout ça, il y avait une grosse femme derrière. Donc, ça forme l'affaire que l'avion est toujours comme ça. Vous déplacez, et après, elle s'est levée l'avion, puis il dit, merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, c'est la voix que je suis. Donc, à la qualité de sa voix, son positionnement, il le doit aujourd'hui à la maîtrise et à la connaissance de la rumba congolaise. Héritier Watanabe a su choisir le bon moment pour, avec mon conducteur le plus frais, M. David Monceau, décider de lancer sa carrière. Un récital, un régal, mesdames, messieurs, la pulga, le magma, Motonatembe, Cosa Nostra, monsieur le chanteur, son excellence, monsieur l'ambassadeur international de la paix pour la jeunesse, Héritier Watanabe! Thank you.
chose. Mais les lignes nous gérons.